Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. À partir de cette semaine, à l'Agora de la danse, il y a le spectacle Les gestes de la chorégraphe Isabelle Van Grimd. Et c'est une pièce super intéressante en fait parce qu'elle a collaboré avec des compositeurs Sean Ferguson et Marlon Schumacher. Et ils utilisent une technologie qui fait en sorte que le mouvement va influencer l'aspect sonore. Donc, il va y avoir des musiciens à cordes sur scène, un quatuor à cordes, et on vous présente maintenant un extrait de la musique du spectacle. Donc, on a une super émission pour vous ici à Dirty Feet, mais avant qu'on commence avec Ethereal Tribe, JD, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la danse? Il y a beaucoup de choses reliées à Concordia en ce moment, en fait. Tout d'abord, c'est le dernier Studio Set de l'année, qui est un événement que je co-organise, co-curate, co-anime avec Pascal Jensen, une autre étudiante du département de danse de Concordia. Donc, ça va être la dernière édition de l'année, ce vendredi, le 15 mars. C'est à 8h, entrée gratuite, bière très cheap à $2. C'est tout un programme super intéressant. C'est un événement, ça s'appelait Cabaret dans le temps. C'est un événement où on a des performances multidisciplinaires qui sont présentées. Il y a du slam, il y a de la poésie, il y a de la danse, du théâtre, de la performance. Donc, c'est super intéressant. C'est au Molson Business à Concordia. Donc, c'est au coin de Guy et de Maisonneuve, 7e étage à 8h. Et dans les mêmes studios, à partir du 21 mars, le jeudi 21 mars jusqu'au samedi 23 mars, ça va être Spirale, qui est la production la présentation des spectacles de fin d'année des premières années de l'Université Concordia en danse. Donc, pour ceux qui connaissent pas Spirale, en fait, chaque étudiant de première année du programme doit créer une pièce de 3 à 5 minutes qu'il présente et dans lesquelles leurs collègues dansent. Et également, c'est eux qui doivent tout organiser le spectacle. Donc, au niveau de la publicité, au niveau de l'organisation, la billetterie, tout ça, c'est eux, c'est les étudiants qui doivent prendre ça en main. Même l'élément visuel, on fait créer le poster, tout ça. L'animation. Donc, c'est super intéressant. Je recommande fortement d'aller encourager cette cohorte-là parce que il y a des gens super intéressants en première année en ce moment à Concordia. Puis je pense qu'il va y avoir des grandes stars de la danse éventuellement. Donc, je répète, c'est le jeudi 21 mars, vendredi 22 mars et samedi 23 mars à 8h dans le même bâtiment que Studio 7. Donc, Molson Business, coin Guy de Maisonneuve au 7e étage. Et également, ma dernière critique pour le spectacle de la compagnie Trash. Donc, c'était 2 pièces. C'était Enchanted Room et T plus Bernadette. Et maintenant, sur Bloody Underrated, vous pouvez aller lire ce que j'en pensais. En passant aussi, la semaine dernière, on a eu quelques dames de Edgy Woman, dont Julienne Doko, qui a dansé pour la compagnie Niata en 2010-2011, si je ne me trompe pas. Niata, donc c'est une compagnie de danse contemporaine africaine qui travaille à Montréal depuis au moins 20 ans. Puis ils reprennent la pièce Mozongi, une pièce fantastique que j'ai vue au tout début de mes classes de danse. Là. Ça a été créé en 1997 en fait. Et une pièce qui s'appelle Mozongi, qui veut dire ceux qui reviennent. Et Zab Mabungu reprend cette pièce avec des nouveaux danseurs, clairement. Puis les dates sont à confirmer par contre pour l'audition, donc on va devoir vous donner des détails dans quelques semaines ou quand les dates vont être affichées. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Niata.
Aujourd'hui à Dirty Feet, on reçoit la troupe Ethereal Tribal, qui est une troupe de 10 danseuses qui font de la danse orientale fusion avec plusieurs éléments qui sont un peu balancés là-dedans. Donc, il y a de la danse indienne, de la danse médiévale, de la danse du ventre, de la danse de fusion tribale, avec quelques influences de danse polynésienne et gitane. Elles offrent également des classes à Montréal, Saint-Constant, Rougemont et Saint-Jean. Et pour plusieurs de nos auditeurs, vous les connaissez peut-être en fait à cause du spectacle qu'elles ont présenté lors du Fringe Festival en 2012. Et elles ont également présenté dans le cadre du festival Bouge d'ici. Donc avec nous aujourd'hui sont Dominique Sénécal et Geneviève Chabot. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour, ça va très bien. Bonjour. Donc, en fait, on va commencer avec Dominique. Si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à Ethereal Tribal? Certainement. En fait, j'ai commencé la danse orientale, ça fait 11 ans. J'avais 15 ans à l'époque, puis c'était un peu par hasard. C'était un cours d'essai pour le fun. J'avais jamais entendu parler de ça, puis pour moi, c'était exotique, là, c'était mystérieux un peu, la danse orientale, qu'est-ce que c'est vraiment? Bon, puis finalement, j'ai vraiment accroché. La professeure avec qui je me suis formée au départ, c'était Martina, qui a encore une école à Saint-Basile-le-Grand. Et puis, j'ai dansé avec elle plusieurs années. Avec le temps, en fait, c'est un peu elle qui m'a un peu poussée. Je me serais jamais imaginée devenir
enseignante de danse ou même devenir danseuse professionnelle. À l'époque, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Puis c'est elle qui vraiment qui a cru en moi puis qui m'a un peu poussée à la remplacer, donner des cours tranquillement. Puis là, éventuellement, elle a formé une troupe d'amateurs là, pour son école. Puis bon, j'ai participé à tout ça. Puis au fil des ans, j'ai fait partie de différentes troupes. Puis il y a eu un moment donné dans ma vie où je revenais à Montréal parce que j'ai habité à Gatineau un petit bout de temps. Je revenais à Montréal. Puis là, j'avais plus de troupe. Je me sentais orpheline. Et puis il y avait Ethereal Tribal qui existait déjà à l'époque et puis qui était très bonne. Alors je suis allée les voir, je leur ai fait des beaux yeux, j'ai fait est-ce que vous pourriez m'adopter puis ils m'ont dit oui. Alors j'ai joint Ethereal Tribal, en fait c'était en 2008. Depuis ça a été une super belle et longue aventure et j'aime beaucoup danser avec elle. Et Geneviève, ton parcours? Mon parcours, c'est que ma passion principale, c'est le sport puis l'artistique. Fait que, au début vingtaine, je me suis mis à faire un paquet de sport, un paquet de danse. Puis à peu près pendant 10 ans, j'ai cherché des styles qui m'intéressaient, mais c'était plus dans l'exploration. J'ai fait du flamenco, de la gigue irlandaise, la claquette, du funky jazz, un petit peu de danse orientale. Puis comme sport, je faisais de la marche en montagne, du canot camping, de l'escalade, du plongeon, de la natation. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo des Belly Dance Superstars. Puis j'ai fait wow, ok, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai trouvé une troupe les Tribelles qui enseignait cette danse-là. C'était la seule troupe à Montréal. Oui, les Tribelles, en fait, c'était une des premières troupes dont j'ai fait partie dans le temps. Je dansais avec les Tribelles, puis c'est la troupe qui a amené en fait la fusion au Québec parce que ça fait plusieurs années que la danse orientale est dansée au Québec, mais le fait de faire quelque chose d'un peu plus contemporain puis d'artistique, ça se faisait pas avant. Les gens faisaient juste en fait faire des danses un peu plus traditionnelles. Puis les Tribelles se sont inspirés justement des groupes aux États-Unis, entre autres deux groupes de San Francisco, pour faire un style vraiment plus moderne, fusion mélangée. Puis c'est parti comme ça. Ma première prof, elle fait partie maintenant de la troupe, c'est Chanty. Puis à peu près 6 mois qu'on a suivi des cours avec elle, on voulait pratiquer davantage parce que c'était devenu une passion. On a pratiqué avec Andrea, Mario, puis ma sœur jumelle Mélissa. C'est ça, on a pratiqué ensemble. De ça, on a décidé de partir une troupe. Au fil du temps, on a rajouté des filles dans la troupe. Et c'est en quelle année que vous avez commencé ce processus? En 2007. Qu'est-ce qui vous a attiré originellement à la danse fusion orientale? Pour moi, entre autres, c'était la musique. En fait, la musique orientale est très, très riche. Il y a des rythmes qu'on retrouve pas dans la musique, entre autres la musique pop. Là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Puis les instruments aussi, il y a quelque chose de très riche dans les chants, dans je sais pas, la musique m'attirait beaucoup. Puis aussi les mouvements, en fait. Moi, j'étais adolescente quand j'ai commencé, puis adolescent, on se sent tout le temps un peu bizarre là, dans notre corps et tout. Puis finalement, je pense la danse orientale, c'est très interne. Donc tous les mouvements, ce sont très très musculaires. Tu bouges ta cage thoracique, tu bouges ton ventre, tu bouges tes hanches, mais t'es pas obligé de bouger dans l'espace dès le début. Tu peux danser sur place et faire un paquet de trucs, puis un paquet de mouvements enchaînés. C'est très fluide. Puis en fait, ça permet un peu comme d'explorer où sont tes muscles, qu'est-ce qui peut bouger. Je sais pas comment le décrire exactement, mais pour moi, c'était quelque chose de fascinant qui m'a comme permis de mettre un pied dans la danse, si on veut, puis d'apprivoiser tranquillement le fait de bouger. Donc, ça m'a beaucoup attiré, la musique, le côté sensuel, le côté femme. C'est très, je sais pas, c'est très attirant. Pour moi, c'était la conscience du corps. Quand tu commences à faire cette danse-là, comme Dominique disait, t'apprends à bouger le thorax, fait que tu mets une conscience dans ton thorax. Après ça, tu mets une conscience dans tes hanches, dans tes jambes. Tu fais les choses en même temps, les bras, les jambes, fait que ça permet de débloquer le corps. Au début, je me sentais un peu comme si mon corps avait des cadenas, mais à force de me concentrer sur qu'est-ce que mon corps faisait, ben j'avais l'impression qu'après, je pouvais faire n'importe quel sport ou n'importe quelle autre danse parce que je savais où est-ce qu'était mon corps dans l'espace, puis je savais comment le bouger. Toi, tu avais commencé à quel âge, Geneviève? La danse orientale, j'ai commencé à 29 ans. En fait, ma question va s'adresser surtout à Dominique dans ce cas-là. Commencer à 15 ans, une danse que toi-même te définis comme étant sensuelle,
quelle a été la réaction autour de toi? Puis est-ce que, en fait, toi, comment tu as abordé ça également? En fait, je pense que il y a un côté à la danse orientale qui est un peu hyper sexualisé dans les yeux des gens, mais qu'en fait la danse c'est une danse qui est faite pour faire la fête. C'est sûr qu'il y a un petit côté, tu sais, on bouge son corps. En fait, toute danse a un côté, je dirais, c'est physique, tu sais. Mais ça a été très bien perçu par mes parents. En fait, j'ai pris les premiers cours avec ma sœur aînée qui est 2 ans plus vieille que moi. Puis je pense pas que j'aurais choisi cette danse-là justement par sa réputation. Si j'avais juste fait la danse du ventre, ouais, c'est sexy, je vais aller faire ça. J'aurais jamais fait ça, surtout à cet âge-là où j'étais très gênée. C'était plutôt que ma sœur m'avait entraînée à venir juste essayer parce que c'était un atelier gratuit à la ville. Puis on a fait on va essayer pour le fun. Tu sais, voir qu'est-ce que ça donne. Et finalement, si tu te rends compte que c'est très festif, que oui, il y a un côté femme et tout, mais en fait, ça m'a pris un moment avant de le trouver aussi, ce côté-là. Moi, quand j'ai débuté au début, je me sentais pas vraiment à l'aise avec ça du tout. C'était plutôt, pour moi, c'était comme un défi. Je vais réussir à bouger comme ça. Parce que c'est dur, c'est beaucoup d'endurance musculaire, en fait, la danse orientale. Puis, c'était comme un défi pour moi. Oui, il faut que je réussisse à bouger juste ma cage toute seule. OK, je veux réussir à juste bouger mon ventre tout seul et ainsi de suite. Fait que je le prenais par morceaux, par défi, puis avec la musique, puis je trouvais ça juste amusant. C'était comme un jeu. Donc le côté plus sensuel, plus femme, justement, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, je dirais. C'est sûr que c'était là, mais c'était quand même bien perçu. Je dirais que ça dépend toujours de comment tu l'exécutes, la danse, en fait, de comment tu la danses. Donc à 15 ans, j'ai jamais senti que c'était un problème ou que en fait, c'est seulement quand tu parles aux gens qui connaissent pas la danse et que tu leur dis je fais de la danse orientale que là oui, te regarde, t'as 16 ans, tu fais de la danse orientale, c'est étrange, mais j'ai pas eu à le confronter trop souvent, je dirais. Est-ce que vous pouvez décrire le style de votre groupe? En fait, notre troupe danse plusieurs styles de danse différents. C'est ça que je pense qui fait que des fois que ça devient un petit peu mélangeant. On fait de la danse orientale. Donc, c'est vraiment les danses du Moyen-Orient. Donc, l'Égypte, entre autres, le Liban, l'Afrique du Nord, puis surtout la danse orientale qu'on décrirait un peu comme style cabaret, qui est ce qui est dansé entre autres par les Belly Dance Superstars. Donc c'est de la danse qui est adaptée pour le spectacle, pour faire du divertissement et tout. Donc ça c'est le style de danse, disons de base sur lequel on se fonde, mais avec ça on fait énormément de fusion parce que c'est ce qui nous intéresse. La fusion en fait c'est comme une façon de prendre la danse orientale puis de jouer avec, de la modifier, de prendre un autre style de danse qui t'inspire, de coller tout ça ensemble, puis de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme une exploration un peu artistique de la danse orientale. Donc, c'est surtout des mouvements de danse orientale qu'on fait à l'intérieur de ça. Donc, des mouvements de hanches, des isolations, des mouvements assez gracieux. Mais à travers ça, justement, des fois, on va aller jouer à justement faire des mouvements qui sont un peu étranges à voir ou aller chercher des mouvements qui sont inspirés des danses indiennes, donc plus angulaires, avec des doigtés particuliers. Puis, bon, ça fait danse orientale et danse fusion. Et après ça, on fait en plus d'autres styles de danse pour explorer autre chose aussi. On fait de la danse gitane, entre autres. Donc, les danses gitanes, il y en a plusieurs encore, là, mais là, en ce moment, on est en train de travailler une pièce russe qui va être présentée le 28 avril. Donc, une pièce tzigane russe. Et on fait aussi certains styles de genre danse gitane, mais mis ensemble pour faire comme une espèce de fusion gitane, donc des danses turques, entre autres, des pays des Balkans, et ainsi de suite. Bref, danse gitane, danse orientale, fusion tribale, si je résume. Et on fait aussi de la danse polynésienne. Ça, c'est assez récent. Ça fait quelques années qu'on explore avec ça. On a trouvé des professeurs avec qui travailler, puis on pratique le style. On fait des appariements, donc les danses plus douces qui racontent des histoires, des OTA, les danses percussives, donc danse polynésienne. Mais c'est sûr qu'on le fait selon ce qu'on réussit à intégrer, à interpréter. On le fait au mieux qu'on peut, disons. Donc, danse polynésienne. Et finalement, ces temps-ci, on est en train de jouer un petit peu avec le Bhangra, qui est une danse indienne très, très énergique, là, où il y a beaucoup de sauts. Et puis, on travaille avec une fille, en fait, une des filles avec qui je dansais dans les tribelles dans le temps, Marie-Chantal Anctil, qui est une super bonne danseuse. Puis, elle a fait du Bharatanatyam classique pendant, je sais plus, plusieurs années, probablement autour de 10 ans. Elle a fait aussi de l'Odyssée, du Bhangra
Bhangra et tout. Puis là, ben, on fait une pièce avec elle qui est principalement Bhangra, mais qui a un petit peu d'éléments Bharatanatyam et Odyssée à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment trippant. Donc, on fait tout ça. C'est très gros, là, mais disons que l'essentiel de ce qu'on fait, c'est de la danse orientale fusion. Donc, danse orientale artistique. Est-ce que c'est tous vos disques qui font toutes ou il y a des uns qui c'est plutôt danse orientale, danse... Oui, c'est une bonne question. On a nos spécialités un peu dans la troupe. Entre autres, Geneviève aime beaucoup la danse polynésienne. En ce moment, elle pousse beaucoup, elle se forme énormément là-dessus, puis elle donne des cours de danse polynésienne pour initier les gens un peu aux danses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour la danse polynésienne à Montréal. Puis moi, par exemple, j'aime beaucoup les danses gitanes. J'ai fait beaucoup de danses gitanes turques. Et puis, j'aime beaucoup faire de la fusion avec les danses gitanes turques. Donc, ça, c'est un peu plus ma spécialité, si on veut. Il y a Valérie Catherine qui fait de l'oriental puis qui a fait beaucoup de folklore. Isabelle qui fait de tout. Puis bon, ça varie beaucoup de toutes les filles. Donc, ça dépend des projets. On est 10, puis on est toutes... en fait, il y a seulement Isabelle et... Non, Amélie même plus. Seulement Isabelle qui fait pratiquement que de la danse orientale puis qui essaie de vivre ça. Toutes les autres, on a des emplois de jour, on fait toutes sortes d'autres trucs. Il y en a qui sont mères, il y en a qui sont... il y en a une qui est infirmière et professeure au cégep et mère. Bref, on court un peu partout. Donc, des fois, on fait les projets qu'on a le temps d'apprendre. Donc, on n'est pas tout le temps les 10 à tout danser, mais souvent, je dirais. J'aimerais ça rajouter quoi à la question d'avant par rapport au style de danse qu'est-ce qu'on fait, là, l'oriental? La troupe fait de l'oriental. Ben, en fait, au départ, on faisait de l'oriental fusion. Puis, la fusion, ben, c'était d'amener un peu du danse gitane, un peu d'autres styles. Fait qu'à force de découvrir les autres sortes de danse, ben, on s'est mis à se spécialiser là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé à faire du gitan plus pur, de l'oriental plus pur, puis du polynésien plus pur. Mais c'est tout le temps à force de découvrir, à force de faire des formations qu'on découvre ces univers-là au fil des ans. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de le type de recherche que vous faites pour vraiment aller à l'essence même de ces danses-là qui sont très spécifiques, qui sont loin d'ici, si on veut? Comment vous allez chercher ces types de danses-là comment vous les apprenez? En fait, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un outil fabuleux qui s'appelle YouTube qui permet de voir et de découvrir quels sont les vocabulaires associés aux danses. Donc, en fait, mettons, pour la danse polynésienne, je connaissais pas les noms Aparima et Otea avant d'aller chercher, justement. Donc, faire de la recherche, faire des lectures sur Internet, aller regarder des vidéos, ça, c'est juste comme le premier pas pour voir à quoi ressemblent ces danses-là. Mais souvent, en fait, ce qui ouvre la porte vers le fait de le danser, ce sont les ateliers. Parce que souvent, à Montréal, il y a des ateliers qui sont organisés avec des professeurs qui viennent de l'étranger, donc qui viennent enseigner des techniques particulières. Puis là, c'est comme un 3 ou 4 heures intensif de danse où tu explores une technique d'un style précis. Donc, c'est beaucoup à travers les ateliers, entre autres, je vais parler plutôt pour moi, là, c'est beaucoup à travers les ateliers que je me suis formée dans les styles spécialisés. Et aussi, à Montréal, il y a certaines professeurs qui sont vraiment... qui allons voyager, qui sont allés dans les pays d'origine apprendre une danse en particulier. Je pense, mettons, à Zafira, qui vient de Montréal. Elle est allée en Turquie souvent, puis justement, elle a fait des ateliers avec Sema Yildiz et d'autres danseuses roms turques. Et quand elle est revenue, on a pu lui demander vite, enseigne-nous quelque chose. Et puis, on dansait avec elle et ainsi de suite. Des fois aussi, on se déplace pour aller faire des ateliers, par exemple, à Toronto ou aux États-Unis, à San Francisco, à New York, Los Angeles, parce que justement, il y a des professeurs qui vont se déplacer, faire de gros ateliers, puis c'est là qu'on se forme, qu'on explore avec ça. Puis après, ben c'est de pratiquer. Souvent, on va filmer les ateliers quand on peut, filmer la chorégraphie, filmer certains combos ou se filmer soi-même après l'atelier pour pouvoir repratiquer par la suite, puis intégrer ce qu'on a appris. Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on le fait. Pour moi, c'est la recherche sur l'Internet. Wikipédia, toutes les photos qu'on peut trouver pour les costumes, puis les vidéos de YouTube, que c'est de la richesse qu'on peut voir, les chorégraphies, mais aussi l'ambiance, comment que le corps bouge, parce que d'un style à l'autre, ben ça va être des danses qui se ressemblent. À première vue, gitan, oriental, puis polynésien. Mais quand tu apprends à les découvrir, tu te rends compte que c'est des univers complètement différents. Fait que YouTube
permet de voir chaque style, comment que le corps bouge, comment qu'on place les mains, c'est quoi l'intention dans la danse. Chaque style de danse va avoir aussi son intention différente. Gitane, ça va être plus party. Le polynésien, ça va être plus pour parler de la beauté de la Polynésie, Tahiti. Ils vont parler... la danse, en fait, va exprimer... le décor, l'amour, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis la danse orientale, c'est plus une danse qui est dansée... je sais pas comment dire ça. La danse orientale, c'est beaucoup une danse qui est dansée entre femmes, en fait, au Moyen-Orient. Beaucoup pour les fêtes. Au mariage, c'est très, très typique d'avoir une danseuse orientale. Surtout le mariage, en fait. Puis pour les fêtes, les femmes dansent entre elles pour le plaisir, tout simplement. Quand vous créez ces mélanges, en fait, pour faire des pièces, comment est-ce que vous jaugez un peu, vous faites la balance de ces différentes influences-là et de ce qui est véhiculé également par chacun des types de danse, ou narratifs, entre autres, ou... Je dirais que ça va beaucoup dépendre de ce qu'on a envie de faire. Souvent, quand on fait de la fusion, on essaie d'avoir une idée de ce qu'on veut, je dirais, de ce qu'on veut exprimer, ou on va trouver une pièce musicale qui nous inspire beaucoup, puis on veut créer quelque chose qui vraiment, là, qui permet de représenter cette pièce musicale-là selon ce qui nous inspire. Je dirais que ça va dépendre de la chorégraphe beaucoup, parce que dans la troupe, on est 10, puis c'est selon les styles, c'est pas toujours les mêmes filles qui chorégraphient tout ce qu'on fait. Donc c'est dur pour moi de répondre pour tout le monde, je dirais, mais on y va un peu selon notre instinct, selon ce qu'on pense qui va être beau, selon ce qu'on sent, qui fait qu'on se sent bien quand on le danse. Je sais pas comment dire, ouais. L'inspiration de départ, c'est souvent la musique. Puis c'est ça qui va nous dire qu'est-ce qu'on veut faire, mais on fera pas de fusion, disons, d'oriental puis de gitan ensemble. C'est plus qu'on va partir si on fait une chorégraphie polynésienne, on va partir de cette danse-là. On va voir qu'est-ce que la musique nous inspire. Puis on va transformer un petit peu ce qui est de départ devrait être la danse polynésienne, mais c'est pas tant un mélange de styles. On essaie de respecter chaque style. Oui, c'est juste qu'on fait des rajouts. Oui, quand on fait de la fusion un peu plus, là, où c'est vraiment un gros mélange, de la fusion orientale ou de la fusion tribale, là, c'est vraiment comme... je sais pas comment exprimer. Souvent, c'est comme une représentation un peu artistique de la danse orientale, puis il va y avoir des mouvements qui sont juste pas traditionnel de nulle part, si je peux dire, là, tu sais, quand on fait vraiment de la fusion, là, tribale. Ça fait un petit bout de temps, ces temps-ci, on est beaucoup dans des danses un peu plus traditionnelles depuis quelques temps, mais on a fait une chorégraphie avec la sœur jumelle de Geneviève, Mélissa, qui était vraiment fusion. Puis en fait, dans ces cas-là, la musique elle-même, souvent va être une musique un peu plus électronique, mélangée avec des influences. Il y a comme des sons qui rappellent le tabla arabe, il y a des sons qui vont rappeler les chants, ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu étrange comme musique, si je peux dire. Puis la danse va être à l'image de la musique, c'est-à-dire ça va être de la danse orientale, mais avec des mouvements un peu différents, là, qui sont pas nécessairement traditionnels. Puis oui, comme dit Geneviève, quand on décide, OK, là, on a une pièce gitane qui nous tente de faire, on veut la danser, ben on va se fonder sur des mouvements gitans, mais on va peut-être pas s'en tenir à un seul style de danse gitane. Quoique là, en ce moment, on le fait. Là, on fait une chorégraphie tzigane russe, comme j'ai dit plus tôt, puis c'est bien intéressant. Est-ce que vous diriez que votre troupe est autosuffisante dans le sens où vous contrôlez tous les aspects, si on veut, la production, la vente de billets, le graphisme, que on disait c'est Geneviève qui s'occupe de ça. Est-ce que vous pouvez dire un peu tous les rôles que les gens assument dans votre troupe? Certainement. En fait, oui, dans la troupe, comme tu dis, on est très autosuffisante. On a certaines personnes à l'extérieur qui nous aident au moment de faire les spectacles. En fait, les chums des filles, les copains des filles, souvent vont aider. Ah ouais? Donc, on va demander à un de faire la porte, de s'occuper des billets. On va demander à... on est chanceux parce que il y en a un qui est musicien, deux qui sont musiciens, en fait, puis un des deux est aussi technicien. Il travaille au Théâtre Centaure, puis il fait... En fait, il est
head carpenter, je sais pas ce serait quoi en français, mais c'est lui le charpentier chef du Ok. théâtre Chant-Centaure, mais il a déjà été roadie, il a déjà fait des trucs techniques, donc c'est lui qui s'occupe de faire un peu les lumières et le son avec les techniciens du théâtre où on va, peu importe où on va, il est là à chaque show avec nous, Jesse. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, en dehors des spectacles, on fait tout nous-mêmes. Oui, en fait, moi je suis un peu la grande gueule, là. Je vais souvent écrire les textes ou corriger les textes des filles, puis quand il y a des entrevues ou des trucs comme ça, je me porte souvent volontaire pour venir parler. Geneviève et sa sœur jumelle Mélissa sont toutes les deux artistes graphiques et elles font beaucoup le graphisme pour la troupe, le site web, nos affiches, travaillent énormément là-dessus, puis ça paraît. On a d'autres filles qui sont bonnes avec les lettres. Chanty, entre autres, est écrivaine, puis donc des fois elle va rédiger des textes pour nous. Oui, on s'occupe un peu de tout. Il y a Sue dans la troupe aussi qui elle est anglophone, donc quand on a des trucs à faire en anglais ou bilingue, souvent elle a fait la partie anglaise, moi je vais faire la partie française, et puis on s'arrange comme ça. Sue aussi s'occupe beaucoup de négocier avec les salles ou de trouver des salles de spectacle parce qu'elle a déjà été en tournée, donc elle a un peu d'expérience. Bref, on profite vraiment de l'expérience de tout le monde dans la troupe pour réussir à faire avancer nos projets par nous-mêmes. On travaille fort. Ça fait 6 ans aussi que la troupe existe. Au départ, quand on a commencé à faire nos projets, c'était vraiment petit. C'était dans le local à ma sœur. On faisait nos spectacles. Et qu'on a pu faire notre expérience au fil des ans. La même chose pour les costumes. Fait qu'à chaque année, on met un peu plus de travail, puis on arrive maintenant à faire des événements qui sont plus gros. Pour l'identité visuelle du groupe, est-ce que c'est aussi une fusion de différents styles pour inspiration et pour les costumes, les posters? Pour le look de l'image, c'est beaucoup Mélissa Chabot, ma sœur, qui travaille là-dessus. Mais c'est juste pour uniformiser peut-être toutes nos inspirations. Puis, vu qu'on a des filles qui sont spécialisées dans chaque style, ben souvent, on va demander des questions pour Amélie ou Dominique sur la danse gitane ou Chanty. La danse orientale, on va demander des idées de costumes par rapport à Isa San ou Valérie Catherine. Polynésien, en ce moment, c'est plus moi parce que je fais beaucoup de recherches, mais c'est en fait, on essaie d'aller chercher toutes les connaissances possibles dans la troupe pour arriver à un produit de qualité. Est-ce que vous sentez également que vous avez développé une identité visuelle qui vous est propre à travers ça? Une certaine signature visuelle? Ben, c'est sûr que c'est pas moi qui le fais, mais oui, j'ai l'impression vraiment qu'on a une signature visuelle, si je peux dire, là, vraiment une esthétique dans que ce soit juste avec le logo, l'écriture de notre logo Ethereal Tribal, qu'on va aller rechercher les courbes de ça, souvent dans les designs de nos affiches, puis d'autres trucs. Mais enfin, c'est beaucoup Mélissa et Geneviève qui le font. Moi, je fais juste dire, waouh, c'est très beau! Dans l'identité aussi d'Ethereal Tribal, on essaie d'aller chercher le côté familial, festival, de rejoindre un grand public. Fait que souvent, on va avoir des grands-mamans qui vont être nos fans ou des petites filles qui vont trouver qu'on a l'air des princesses. Fait on a une approche... dans le troupe, on s'est trouvés, je dirais, les filles. Puis on a tout un côté enfantin puis femme en même temps parce qu'il y a beaucoup de mères de famille dans la troupe. Mais je pense que c'est plus le fait qu'on s'est trouvé une amitié, qu'on arrive à que ça a développé notre style, en fait. Oui, j'ai vraiment l'impression que le fait que la troupe que les membres de la troupe soient unis, on s'amuse beaucoup ensemble, on est amis aussi. On est devenus amis en dansant, si je peux dire, mais on est vraiment proches, puis on est vraiment unis. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu que l'énergie du groupe, l'énergie que dégage le groupe est belle. Puis c'est un peu unique parce que je sais pas comment dire, c'est vraiment comme un groupe rapproché là. C'est une famille. Ouais, c'est une famille. Avec les cours que vous donnez aussi, entre autres, dans certaines villes qui sont aux alentours de Montréal, est-ce que vous sentez que vous avez un certain devoir communautaire aussi? Vous semblez vraiment partager ce que vous créez ensemble à ces différentes communautés? C'est une bonne question.
Je sais pas trop comment l'aborder. C'est sûr que on fait beaucoup de ce qu'on fait par plaisir. Je sais pas comment dire. Enseigner, c'est un plaisir. Danser, c'est un plaisir. Puis oui, c'est sûr que parce que moi je trouve ça tellement ça me rend tellement heureuse de danser. J'ai envie de rendre d'autres gens heureux en dansant pour eux ou en leur enseignant comment danser, puis être heureux en dansant eux-mêmes. Je sais pas, encore une fois, en fait, vu qu'on est 10 puis qu'on habite à différents endroits, souvent les filles enseignent dans la ville où elles habitent. Donc là, moi j'habite à Montréal, j'enseigne à Montréal. Isa en ce moment elle est proche de Saint-Constant, donc elle enseigne à Saint-Constant. Je sais pas à quel point, j'y ai jamais pensé comme étant un devoir communautaire, si on veut, mais oui, j'imagine dans une certaine mesure, peut-être. Oui. Et la troupe peut aussi être, engagée pour des petits événements. J'ai vu ça sur votre site, des enterrements de vie de jeunes filles. Ça doit être tout un party. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces services-là que vous offrez en aussi? fait, on fait souvent des services, c'est pas de l'animation en tant que telle, mais c'est un peu plus pour dans les fêtes, les parties, les festivals ou les trucs comme ça. Donc, on va offrir des spectacles de danse assez courts d'une dizaine de minutes jusqu'à une demi-heure environ, selon ce que le client veut. Puis, c'est vraiment pour faire la surprise. Là, les gens sont en train de fêter, puis c'est une soirée thématique. Souvent, pour les soirées thématiques, c'est très populaire. Donc, admettons, il y a eu une année où, je sais pas pourquoi c'était la mode, là, des soirées thématiques 1001 nuits, puis là, on se fait engager partout, puis on débarquait dans les fêtes, puis là, des danseuses! Oh, mon Dieu! Des danseuses! C'est donc bien beau! Wow! Puis là, les gens sont surpris, heureux, ils ont bu un peu, on les invite à se lever, puis à essayer de danser avec nous. Pour les enterrements de vie de jeune fille, c'est pas arrivé hyper souvent. Souvent, c'est on va plutôt louer un studio de danse pour environ 1 heure. Puis les filles vont venir toutes ensemble. On va plutôt leur donner un cours de danse. Okay. Là, c'est comme on s'amuse, on danse. Puis c'est sûr que ça va être adapté parce que il y a moyen de faire de la danse orientale puis que ça soit hyper familial, c'est pour tous les publics, pour tous les âges. C'est généralement comme ça que danse Ethereal Tribal en groupe. Mais pour les enterrements de vie de jeunes filles, là, des fois, on va faire un spécial un peu plus, là, on va montrer des mouvements de danse orientale qui vont être un peu coquins, là, juste pour amuser les filles. Puis oui, je pense que c'est amusant. Je pense que Sue a donné 1 ou 2 cours comme ça. Mais ça nous est pas arrivé hyper souvent encore, mais ça peut être une très bonne idée si vous avez un enterrement de vie de jeune fille à faire. La danse est lancée. Voilà. Au niveau financier, est-ce que ça vous arrive parfois de faire des demandes de bourses, de subventions du gouvernement pour vos spectacles? Pas encore, et on aimerait bien commencer à se lancer là-dedans. Oui, on n'a pas encore tenté l'expérience. Pour l'instant, on s'auto-finance de justesse avec nos spectacles étudiants. Donc, quand on loue une salle et puis on organise le spectacle, on travaille très, très fort, puis on réussit habituellement à vendre presque tous les billets ou tous les billets. Donc, achetez vos billets rapidement pour le 28 avril si vous venir nous voir. Ça fait souvent sold out. Et avec ça, on fait un petit peu de profit quand même. Puis ça, on met ça dans un compte de troupe. C'est pas officiel. C'est une des filles qui est trésorière pour nous. Puis on réinvestit dans nos costumes, dans nos trucs. Mais on dépense aussi individuellement. Des fois, quand on a certains projets de costumes, entre autres, on va faire j'ai envie on va voter. Entre nous, on vote voir qui est prêt à mettre combien. Puis des fois, il y a des filles qui peuvent pas vraiment nécessairement se payer l'équipement. Puis il y a d'autres filles qui ont un peu plus de moyens qui vont s'en acheter 2 pour avoir 2 couleurs puis qui vont les prêter. Donc, on se prête des costumes puis on s'en fabrique nous-mêmes aussi. Donc, non, on fait pas encore de demande, mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Là, on va regarder ça cette année. Je pense que c'est notre projet. L'aspect multiculturel de ce que vous faites, en fait, d'après moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Puis juste au niveau de justement le rayonnement de toutes vos recherches, en fait. C'est comme la danse polynésienne, vous disiez que il y a vraiment pas d'endroit où on peut tellement en apprendre à Montréal. De faire partager ça, en fait, ma question de devoir communautaire, c'est un peu ça aussi, de partager des cultures qui sont peut-être un peu méconnues ou qui sont un peu plus obscurées à Montréal. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que pour le polynésien, puis entre autres le gitan, je pense que ça aurait beaucoup de sens qu'on puisse trouver des bourses pour réussir à partager ces styles-là avec la communauté. Donc, c'est un projet qu'on aimerait faire. Là. Je pense que c'est dans nos plans pour l'année qui vient. Ben pour moi, ça sonnera jamais de voir
partager cette danse-là parce que c'est tellement une passion que c'est trop une passion pour garder ça juste pour nous. Fait que aussitôt que je découvre quelque chose sur la danse polynésienne, j'ai besoin de le partager. En fait, c'est plus un besoin qu'un devoir. Oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, si vous ajoutez Ethereal Tribal, si vous aimez notre page, vous allez voir qu'on poste toutes sortes. Puis Geneviève, entre autres, beaucoup. Geneviève est très visuelle, donc elle va poster beaucoup de photos, de vidéos, de musique aussi, des fois, sur notre page. Donc, si vous êtes curieux puis que vous aimez avoir des trucs intéressants et multiculturels dans votre feed Facebook, je sais pas comment dire ça, votre fil de nouvelles Facebook, pardon. Oui, allez aimer la page Ethereal Tribal, vous allez voir. On a aussi une page école, puis c'est surtout là qu'on va mettre ce qui va être éducatif à peu près. Ça va être, il y a beaucoup de recherches par rapport à des danseuses connues orientales, des styles de main qu'on peut faire en danse indienne. En fait, tout ce qu'on trouve, on le met là. On partage. En tout, vous pensez que vous mettez combien d'heures par semaine dans votre entraînement, dans votre développement de nouvelles chorégraphies, recherche, création de costumes? Je pense qu'il n'y a pas de limite. En fait, je sais pas. Je peux pas le compter parce que je pense que ça rend fou si tu comptes le nombre d'heures que tu mets sur un projet. Ça va varier beaucoup selon ce qu'on fait. Moi, juste pour danser, juste pour chorégraphier et faire des pratiques, c'est sûr qu'il y a au moins 10 heures par semaine, peut-être 20, je sais pas. En fait, parce que souvent aussi, je suis du genre à attraper mon lecteur MP3 ou à mettre de la musique, puis à juste danser pour le plaisir chez moi. Donc, c'est dur de le calculer. Puis là aussi, les filles, des fois, quand on fait des mises à jour sur le site web, ça va me prendre beaucoup de temps. Puis ça, c'est ce que je fais moi, mais il y a d'autres filles aussi qui vont travailler énormément. Entre autres, Geneviève a déjà passé une bonne 100 ou 200 d'heures à faire des costumes pour la troupe parce que elle voulait tellement qu'on ait de beaux costumes qu'elle nous a fait un kit, en fait, un haut et une ceinture assortis, là, perlés, au style un peu d'inspiration Matahari, là, pour faire oriental de fantaisie, si on veut. Puis elle a passé là, des heures et des heures et des heures et des heures là-dessus. Ouais, pour moi, je me lève, je travaille pour la troupe. Après ça, je vais travailler toutes mes breaks de travail. Je vais les passer pour la troupe. Je travaille au même endroit que ma sœur, fait que aussitôt qu'on a une idée, on le partage. Fait que c'est sans arrêt, en fait. C'est un mode de vie, c'est une passion, c'est même tout le temps un petit peu dans ma tête, alors c'est difficile à calculer le nombre de temps. Ouais, c'est vrai, ça affecte tout, en fait, tout ce que je vois. Je sais pas comment dire, tu sais, mettons, si je me promène puis que je passe à côté d'une boutique ou de n'importe quoi, tout ce que je vois, je vais y penser en termes de costumes de danse. Genre, ça, on pourrait réutiliser ça serait cool. Tu sais, c'est comme un peu une maladie mentale, là, finalement. Ouais, on voit des spectacles puis on va faire, ah oui, on pourrait faire ça, ou je regarde une affiche puis je fais, ah oui, ça, c'est beau, je pourrais m'inspirer de ça pour faire les prochaines affiches, c'est sans arrêt. C'est pas une maladie mentale, je pense que c'est ça une passion. Et est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre spectacle le 28 avril? Vous pouvez nous donner les détails, à quoi on peut s'attendre, comment on achète les billets? Alors, le 28 avril prochain, au Théâtre de la Plaza Saint-Hubert, à 20h, ça va être notre spectacle de troupe et spectacle étudiant. Donc, la troupe, on va présenter 3 chorégraphies de groupe, en gros groupe, et puis plusieurs des filles vont présenter des solos. Et après ça, ce sont nos groupes d'étudiantes qui vont venir présenter des danses. Il y en a qui sont débutantes, il y en a qui sont intermédiaires, il y en a qui sont avancées, donc il y a toutes sortes de niveaux qui vont être présentés, puis aussi toutes sortes de styles. Entre autres, la troupe, on va présenter une pièce gitane, tzigane russe en fait, une pièce polynésienne, notea, donc une pièce percussive, et une pièce fusion bangra, donc indienne, qui saute partout. Et les élèves vont présenter toutes sortes de styles, de la danse orientale, de la fusion tribale, du gitan, et ainsi de suite. Donc c'est un gros mélange. La salle a un bar, donc si vous voulez, vous pouvez venir et prendre un petit verre et regarder le
spectacle, c'est bien plaisant. Les billets sont en vente au coût de $20. Vous pouvez réserver en fait en écrivant à info@etherealtribal.com ou en allant visiter notre site web, vous pouvez trouver l'information aussi etherealtribal.com. Puis vous pouvez tout simplement payer par PayPal, on va réserver un billet pour vous à la porte. Vous pouvez aussi chercher un billet physiquement auprès de n'importe quel des membres. Donc on est plusieurs à Montréal ou en région. Donc selon où vous êtes, on peut vous présenter des billets. On a aussi une foule d'autres événements qui s'en viennent. En fait, le prochain, ça va être un atelier de danse polynésienne le 17 mars. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, le niveau va être intermédiaire. Donc, c'est sûr que je le recommande surtout pour des filles qui savent déjà danser. Idéalement, des filles qui ont fait un petit quelque chose par rapport à la danse orientale ou une danse du moins qui permet d'isoler les hanches. Mais je dirais que si vous faites de la danse contemporaine ou quelque chose d'autre puis que vous êtes très bonne dans votre corps, vous devriez pouvoir venir y suivre. Donc, l'atelier va avoir lieu à Montréal à notre studio de danse qui est sur la rue Clark. Donc, c'est le 17 mars à 2h30. Donc, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez voir sur notre site web. On a aussi toutes sortes d'autres événements. On va danser pour des petits événements de la communauté Fusion Tribale, entre autres le 13 avril. Il y a aussi un spectacle au Bobar avec un band live qui s'appelle Scarazula. On va être 2 filles de la troupe Ethereal Tribal à danser. Donc, c'est un jeudi 25 avril à 9h30. Puis, il y a toutes sortes d'autres événements qui s'en viennent pour l'été. Là. Au mois de mai, on danse toujours pour le Salon de la Passion médiévale qui est du 3 au 5 mai, proche dans le stade olympique. Puis, cet été, on va se retrouver à danser à Fleurimont au Festival des traditions du monde. On va présenter 4 spectacles différents, 2 spectacles de danse polynésienne, un spectacle de danse orientale et un spectacle de danse gitane. Tous les événements sont gratuits sur le site. Donc, si vous venez sur le site à Fleurimont, vous pouvez nous voir et c'est gratuit. Ça va être au mois d'août, donc le 9 et 10 août. Je vous invite à venir voir ça. Donc, ça s'en vient. Mais notre gros spectacle, notre bébé, c'est le 28 avril. Venez nous voir le 28 avril. Ce qui est intéressant pour les spectacles étudiants qu'on va faire, c'est que si c'est une danse qui vous intéresse, mais vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que le niveau débutant arrive à faire, qu'est-ce que le niveau intermédiaire aussi, puis avancé, puis quand on met plus de temps, une troupe, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Puis c'est aussi une expérience pour nos étudiantes parce que c'est tellement une belle salle que pour elles, ben c'est leur spectacle de l'année. Alors c'est une façon de le faire un petit peu, c'est une façon de le faire professionnellement, mais c'est ça, juste pour une journée. Puis il y a $2 qui sont remis au cancer du sein. Oui, c'est vrai. À la Fondation du cancer du sein, on fait un don de $2 pour chaque billet vendu le 28 avril. Super. Ah oui, puis si jamais vous n'êtes pas disponible le 28 avril, vous avez envie de voir de la danse orientale, voir un peu à quoi ça ressemble, puis peut-être qu'il va y avoir un peu de fusion aussi. Il y a un restaurant marocain qui s'appelle le Mogador, le Salon Mogador, sur Beaubien, tout près du métro Beaubien. Puis il y a une fois toutes les 2 semaines, le dimanche soir, il y a un spectacle de danse orientale. Et le 14 avril, ce sont 2 filles de notre troupe qui vont présenter le spectacle. C'est Isa San et Valérie Catherine. Si le spectacle commence, faut se pointer autour de 6 heures pour avoir le temps de commander, manger. Puis le spectacle coûte $7. Puis c'est tout simplement chargé sur votre facture à la fin de la soirée. Puis c'est une soirée qui est très intéressante. Le restaurant est tout petit, donc ça vaut la peine de réserver, mais c'est vraiment chaleureux. Il y a un décor. Donc, si vous avez envie d'une soirée un peu ambiance, ça peut être intéressant. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle musique on entend? Entre autres, la chanson qu'on vient d'entendre au tout début de l'émission, ça, c'était une pièce gitane. Le groupe, c'est le Lemon Bucket Orchestra. C'est un groupe de Toronto, en fait. Donc, on trouve ça le fun d'utiliser des groupes locaux quand on peut. Puis, eux-mêmes font un mélange de musique gitane. Donc, ça, c'est une des pièces qu'on utilise, du Lemon Bucket. Et pour terminer, en fait, la musique que vous allez entendre, c'est la pièce qu'on utilise pour justement notre pièce Bhangra énergique fusion indienne. Donc, vous allez entendre ça, ça met de bonne humeur. Donc, Dominique et Geneviève, merci beaucoup d'être venus nous partager votre passion et ce que vous faites aujourd'hui à Dirty Feet. Mais merci à vous de nous avoir accueillis. C'est vraiment un plaisir et d'avoir pu vous parler, puis en fait d'être en contact avec la communauté de la danse plus large, parce qu'on est souvent dans notre petit milieu, puis ça fait du bien, ça nous rend très, très, très heureuse. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Farran. and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.